Chapitre 2: Le changement de vision. Maintenant que j'ai toute votre attention, nous allons pouvoir travailler ces 3 points ensemble. Pour commencer, je vous construis un socle de connaissances solides. Je vais partager avec vous ci-après mon expérience et les découvertes que j'ai faites lors de ma formation en PNL. Non pas le groupe de rap, mais plutôt la programmation neuro-linguistique. C'est une discipline créée dans les années 70 par John Grinder, un linguiste, et Richard Bandler, mathématicien et linguiste. Ces derniers se sont basés sur les modèles d'excellence qui réussissaient à la perfection dans leurs domaines respectifs et les ont modélisés. Les domaines étudiés et modélisés ont été la thérapie familiale, la psychothérapie et l'hypnose. Et le premier champ d'application, la communication. Pourquoi selon vous? La communication est un outil que nous utilisons depuis aussi loin que peut remonter notre mémoire et qui reste à la base de tout. Éducation, apprentissage, croyances limitantes, vision du monde, peur, phobie. D'ailleurs, lorsque John Grinder et Richard Bandler ont créé la discipline, les premières réactions du public ont été ça fait un peu contrôle du cerveau, non? Ce à quoi ils ont répondu oui, absolument. Car si vous n'apprenez pas à contrôler votre cerveau, vous laisserez le hasard décider pour vous. Rassurez-vous, il n'y a aucun cours magistral dans ce livre, vous allez seulement visiter mon univers afin que vous et moi parlions le même langage. La PNL, c'est donc programmation, somme de nos apprentissages, de nos expériences, de notre vécu. Plus communément, votre cerveau fonctionnel fonctionne tel un ordinateur. Toutes vos expériences y sont référencées de manière consciente ou non et donnent ainsi vos programmes de fonctionnement. Neuro, c'est la façon dont vous allez encoder et retranscrire les informations dans votre cerveau. Nous y reviendrons. La linguistique. La linguistique, elle, c'est ce qui touche à votre langage. Il faut savoir que même si nous communiquons verbalement depuis aussi loin que peut remonter notre mémoire, nous n'avons pas conscience des mots que nous utilisons. Certains, que j'appelle des mots-clés, donnent par exemple une parfaite grille de lecture sur vos programmes et vos processus de fonctionnement, ainsi que votre mode de pensée. C'est d'ailleurs de cette partie qu'est né le mentalisme. En ce qui me concerne, j'ai donc découvert ce domaine en 2015. Pour vous dresser le décor, j'étais charpentier, non pas par choix, mais par obligation. Je vivais au quotidien avec un profond malaise intérieur que je ne m'expliquais pas. Puis, après une formidable rencontre, me voici à découvrir ce domaine si vaste et au potentiel illimité. Allez, parce que c'est vous, je vais vous partager cette expérience vue de l'intérieur. Bienvenue dans mon cerveau en 2015. J'avais très récemment craqué, avec la volonté de tout lâcher, dans une vie sur laquelle j'avais l'impression de n'avoir aucune emprise. Il faut dire que, d'un tempérament plutôt calme, je me contentais de faire ce que l'on m'avait toujours appris à faire, à être un bon fils, faire ce que l'on attendait de moi. Après tout, comment aurait-il pu en être autrement? Je ne voulais surtout pas me faire remarquer. Il est fascinant d'observer de quelle façon les êtres humains sont capables de mettre en place des subterfuges extrêmement subtils pour s'auto-saboter. Afin que vous saisissiez les étapes qui m'ont amené à déverrouiller toutes les portes de ma vie, il est important que vous sachiez d'où je viens pour en saisir les mécanismes et processus de fonctionnement. Souvenez-vous qu'avant, j'étais comme vous. Éduqué dans une famille très dans la matière, on va le dire comme ça, dans le concret, où le travail paie et le quand dira-t-on a une place à part entière, il est donc difficile de laisser la place à la rêverie et à l'imagination. Les possibilités de s'exprimer librement étaient d'ailleurs très rares, car comme beaucoup de foyers, les moments de partage étaient saupoudrés de chut, on écoute les infos. Attention, tous les propos tenus dans ce livre ne sont en aucun cas une raison valable d'en vouloir à papa et à maman. Ces derniers ont fait de leur mieux au moment T avec les moyens dont ils disposaient. Mais vous l'aurez deviné, déjà jeune et avec des aspirations différentes de ce que l'on pouvait m'enseigner, les années ont creusé l'écart dans la différence dans une société où celle-ci était malvenue.
Et donc après avoir redoublé ma classe de sixième et eu une cinquième chaotique, mes professeurs avaient annoncé à ma mère qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour moi. Il lui a vivement été recommandé de me placer dans un établissement adapté et dans mon cas, un lycée professionnel. Vous qui lisez ces lignes, j'ignore à quelle génération vous appartenez, mais imaginez que cette annonce faite comme dans les pires séries télé axées sur le corps médical, c'était le drame. Soyez tranquille, vous vivrez votre happy end à la fin du livre, mais il est bon de rappeler qu'il n'y a pas de fin en soi, mais toujours le début de quelque chose de plus waouh. Et histoire de vous garder jusqu'au bout, gros teaser, nous allons faire des sauts temporels dans ce livre. Restez bien concentrés. Reprenons. Je suis donc arrivé en classe de quatrième, en lycée professionnel, avec la formidable certitude de n'être un bon arrêt. Fils d'une assistante dentaire et d'un employé polyvalent, j'arrivais dans le milieu de la menuiserie où chacun de mes camarades était fils de menuisier ou de charpentier. Nous savons tous à quel point les enfants sont extrêmement bons entre eux, n'est-ce pas? Dans une société qui nous élève dans la compétition, société dans laquelle la différence est pointée du doigt, je vous laisse imaginer 4 années d'internat qui n'ont pas tout à fait été un long fleuve tranquille. Pourtant, c'est arrivé. 2003, après de nombreuses péripéties qui, à elles seules, mériteraient un autre livre, dernière année de BEP. J'étais major de promo, avec le meilleur résultat obtenu dans toute la région PACA, récompensé par le préfet et les BTP 05. Comme si j'avais gagné mes galons avec cette nomination qui m'octroyait un élément surprenant, le respect de mes camarades. Les 2 années suivantes, en bac pro, sont-elles déroulées comme un long fleuve tranquille, mais vraiment un vrai cette fois. Pour vous dire toute la vérité, fort de cette nouvelle qualité de vie au lycée en 2005, j'ai obtenu mon bac avec mention sans travailler durant les 2 années qui se sont écoulées. Un vrai touriste. Pourtant, je restais intimement convaincu de ne pas être équipé pour une tâche plus grande, à mes yeux tout du moins. La vie m'a en revanche contraint à entrer dans le monde du travail à l'âge de 19 ans. Mon jeune âge, avec la naïveté que l'on pouvait lui imputer, et la parfaite éducation reçue à travailler encore et encore, à toujours faire ce que l'on attendait de moi sans jamais émettre le moindre doute sur la voie que l'on avait choisie pour moi, ont fait de moi un ouvrier modèle, mais aussi un humain en grande souffrance. Pourtant, certains signes auraient pu m'alerter un peu plus tôt. Mais que voulez-vous? J'étais comme vous. Il me fallait suffisamment expérimenter pour comprendre et en tirer certains apprentissages. C'est un temps nécessaire et propre à chacun. Ce qui me fait sourire aujourd'hui, c'est qu'en 2015, j'ai appris que j'étais surdoué, ou plutôt au potentiel. Alors, soyez tranquille, je vais aux toilettes comme tout le monde, mes chevilles vont également très bien, et ça n'a pas changé ma vie. En revanche, j'ai compris. J'ai compris que ça n'était pas moi qui n'étais pas adapté à l'école, mais l'école qui n'était pas adaptée à moi. Et là, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. C'est non seulement l'intégration de votre vision du monde qui change, mais également la vision de mon moi passé, qui en fait n'était simplement pas à la bonne place. Et puis un jour, en récupérant mon camion le matin, bien avant le lever du soleil, j'ai reçu un message. Alors non, pas un SMS, vous savez, le genre de message que l'on ne peut pas rater, un message de mon corps. Il s'est contenté de me dire stop. Je vous rassure, le message était plutôt clair. J'avais si mal au ventre que le médecin s'est demandé si je faisais pas une péritonite. Ça parle à quelqu'un d'aller bosser la boule au ventre? Pour être honnête, je ne m'étais jamais écouté. À 19 ans, chute du toit. Un médecin que je qualifierais de vétérinaire aujourd'hui m'a diagnostiqué une entorse bénigne. Au bout de 4 mois, ce dernier s'est rendu compte que j'avais un arrachement osseux et un arrachement des ligaments croisés. Résultat, 1 an de béquille, on m'appelait Dr House. Grande classe. À 21 ans, je gambadais sur les toits en charpente en courant sur les lithos avec une panne sur le dos. Pour les non-initiés, une panne, c'est une poutre en bois. Ce dernier bloqué, donc oui, blocage du dos total, hein, je suis resté couché pendant 2 mois.
Eh bien quoi? Non? J'avais pas encore compris. Travail, travail, travail! À 24 ans, sur un chantier, je passe au mauvais endroit, au mauvais moment, et une poutre en acier se détache de plusieurs mètres au-dessus de ma tête. Et je puis vous assurer qu'avec le casque, je n'aurais pas été en mesure d'écrire ces lignes. Le bruit du détachement m'a en fait fait lever la tête, et à cet instant-là, c'est la créature de Frankenstein qui venait d'avoir un jumeau, hein, littéralement. Et la cerise sur le gâteau restera pour mes 27 ans. Depuis plusieurs mois, je déambulais, affublé d'une grosseur tout à fait hideuse qui pourtant ne me faisait pas souffrir, et je me disais simplement ça va passer, jusqu'au jour où ça n'est plus passé. Tumeur veineuse métastasée, stade 2, en progression de 2,5 cm. Et là, tu te sens seul. L'espace d'une minute, je suis redevenu un enfant apeuré et j'ai appelé ma maman. Un peu dépassée, elle me dit: «Oh, c'est rien mon fils.» Merci, maman. Quelques jours plus tard, je rentrais à l'hôpital pour me faire opérer en urgence, seul. Bien sûr, pour que le moment reste drôle, il a fallu que mon ex-conjointe soit l'infirmière en charge de mon dossier et que ma meilleure amie vienne me chercher pour la sortie. Si ça, c'est pas un peu pimenté, ça n'a aucun intérêt. L'événement qui aura eu le mérite d'enfoncer le clou aura été la visite post-opératoire. Monsieur Boinet, vous avez énormément de chance. Généralement, une tumeur de cette taille est une tumeur maligne. Après la biopsie, je constate qu'il ne reste plus rien. Vous êtes tranquille. Et là, j'ai compris. Oui, j'ai également compris que j'allais devoir travailler avec le corps médical, notamment en communication. À 28 ans, je décide de faire mon premier pas. Le premier pas. J'ai toujours adoré cette expression typique au développement personnel. Un enfant qui apprend à marcher fait un pas, deux pas, puis tombe, mais ne vous dit pas non, c'est bon, j'arrête, c'est pas pour moi, je vais rester là. Pourtant, nous adultes, le premier pas, quelle galère. Ce qui m'amuse également beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, je me souviens que j'étais comme beaucoup d'hommes, oui, c'est très cliché, l'incarnation de la personne réfractaire au changement. Et en plus, quand on ne connaît rien à une éventuelle façon de prendre soin de soi ou de se faire aider, on s'oriente vers la seule chose dont on ait entendu parler, et dans mon cas, la psychologue. Ah, j'y suis allé chez ma psy, à reculons, mais j'y suis allé. 2 heures de route en marche arrière, où vous vous sentez contraint et forcé, je vous assure que c'était compliqué. À l'époque, j'écoutais beaucoup une amie qui avait traversé de grandes difficultés, qui me parlait d'une formidable psychologue au discours inattendu, qui lui avait changé la vie. À l'écouter, j'en étais presque jaloux. Paradoxalement, ça n'était pas pour autant que j'avais choisi de passer à l'action. Les mois ont passé quand j'entamais soudain un discours qui, sur le coup, me paraissait extrêmement discret. Tu sais, ta psy, celle qui t'a aidé, eh bien, j'ai un ami que ça pourrait aider, peut-être en tout cas. Tu n'aurais pas ses coordonnées, s'il te plaît? Ce à quoi elle m'a bien sûr répondu: oui, bien sûr, Mathieu, tiens, prends sa carte, tu verras, elle est super. Il y a 2 heures de route pour aller la voir, mais tu verras, ça vaut le coup. Sans commentaire, bien entendu. Et donc, je ne suis pas tombé sur n'importe qui, graphologue pour la police, comportementaliste et bien sûr psychologue. Et pour démarrer en grande pompe, cette charmante dame m'a fait attendre dehors un temps considérable, et j'allais apprendre bien après que c'était pour observer mon comportement. Vis ma vie de rat de laboratoire, d'une patience légendaire, je regrettais déjà d'être venu. Alors, aussitôt rentré et quelque peu excédé par l'audace de cette attente, je lui déballai tout directement, je ne voulais pas perdre davantage mon temps. Bonjour, j'ai un problème relationnel avec les gens, je n'aime pas les gens, la vie est injuste, le monde est cruel, mon patron est sans pitié et je viens d'apprendre que le Père Noël n'existe pas. Je plaisante bien sûr. Dites-moi qu'il y a des enfants qui n'écoutent pas ce podcast. Elle me regardait avec un grand sourire, puis après un long silence interminable, me dit: non. Euh, Comment ça? Non. Non, ça n'est pas votre problème. Et là, je me suis littéralement décomposé. Mais d'où elle sort celle-là? Imaginez une minute ce qui a pu se passer à l'intérieur. Comment cette femme qui ne me connaît pas et qui m'a observé à travers une fenêtre pendant un quart d'heure peut savoir
en savoir plus que moi sur moi. Et j'étais terrorisé qu'une personne puisse lire en moi si facilement. J'étais en colère, oui, percé à jour aussi facilement. Quel scandale! Quand on a passé une vie à se cacher, apeuré et dans le déni, oui, aussi. Mais j'avais compris que le monde ne me comprendrait pas, car je n'y pouvais rien. Qu'elle, elle pourrait m'aider à comprendre le monde et surtout à y prendre ma place. Alors, je suis reparti, en marche avant cette fois. Et puis je suis revenu un mois après, en courant. J'en ai eu pour mon argent cette fois-là parce que j'ai passé une après-midi entière à plancher sur des tests psychologiques qu'elle avait spécialement préparés pour moi. Tout ça pour qu'au bout d'un quart d'heure, je m'entende dire Hmm, mhm. Oh, c'est bien ce que je pensais, la PNL, c'est fait pour vous. Et ce à quoi j'ai répondu audacieusement avec tout mon aplomb de l'époque Euh, Vous savez, madame, je ne suis qu'un petit ouvrier, il faut me parler français. J'ai eu le droit seulement à une explication plutôt formelle et à une belle invitation à continuer les recherches par moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, quand j'ai le sentiment de voir la lumière au bout du tunnel, ben, je cours vers elle. En tout cas, c'est probablement été la thérapie la plus courte de sa carrière. Nous sommes revus une fois, une troisième fois pour la forme, et ensuite, je crois bien qu'elle est partie en dépression. Allez savoir. Après cette deuxième séance, j'ai laissé libre cours à ma curiosité en me plongeant dans mes recherches. J'habitais Gap dans les Hautes-Alpes et là je vois une conférence gratuite à Bouc-Bel-Air dans le département du 13, les Bouches-du-Rhône, donnée par une femme exceptionnelle qui allait bientôt changer ma vie. Je décidai de m'inscrire. La route peut paraître longue quand on ne sait pas où l'on va, mais 3 heures de route plus tard, j'arrivais dans une ville où se déroulait la conférence et rentre dans le cabinet de thérapie où j'étais attendu. Et là, je tombe sur cette femme magnifique, rayonnante, avec un sourire radieux qui s'approche de moi pour m'accueillir en me tendant la main. Il me semblait que le temps s'était arrêté. Mon cerveau s'était mis à fonctionner à une vitesse inouïe, car je ne m'expliquais ni ce que je ressentais, ni le comportement que je percevais de cette femme. Et là, j'ai eu une pensée extrêmement profonde. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Elle me tend la main et me dit Lise, enchantée. Je venais de rencontrer la bienveillance incarnée. Mathieu, enchanté, j'arrive de Gap. Vous auriez vu son visage, on pouvait y lire mais qui est donc ce fou qui fait 3 heures de route pour une conférence gratuite? Je venais de faire mon deuxième pas. Cette conférence a, de surcroît, mis en lumière et donné un sens à tous mes fonctionnements. Mais oui, je comprends. Alors c'est pour ça que je fonctionne de cette façon. C'est pour ça que je peux penser ça et que je réagis de cette manière. Je ne suis pas fou. C'est génial. Sorti de là, et 3 heures de route plus tard, dans l'autre sens, je me replongeais à corps perdu dans mes recherches. J'étais si enjoué par ce que je découvrais. Pourquoi s'arrêter là? Une fois arrivé, je téléchargeais le dossier de formation et là, le drame. 7 000 € de ma poche ou 10 000 par un organisme de financement de formation. Autant vous dire que dans un cas comme dans l'autre, j'avais du mal à imaginer ou même à concevoir le moindre happy end à ce sujet. J'étais anéanti. Bien entendu, comment réagissons-nous, notamment par réflexe, dans ce genre de situation? Je vais vous aider. Et pourquoi? Et c'est pas juste, et j'y arriverai jamais, etc., etc. Réflexion productive, n'est-ce pas? Il ne m'aura fallu que quelques temps pour infuser tout ça et y réfléchir, et le lendemain, comme guidé par je ne savais quoi d'ailleurs, quelque chose qui me dépassait, c'est assez sûr. Je me suis surpris à faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Demander de l'aide, poser des questions. C'est ainsi que je me suis retrouvé à chercher tous les organismes de financement de formation possibles et inimaginables sur Internet. Et le temps a passé, les semaines, les mois, sans nouvelles d'aucune sorte des différents organismes. 4 jours avant le début de la formation, je reçois un courrier, sans cachet apparent et à la stupéfaction totale. Formation financée, en totalité. Je n'avais donc que 4 jours pour organiser 2 mois d'absence, et en avant. Ayant négocié au préalable une rupture conventionnelle avec mon employeur,
pour être disponible dans l'éventualité où cette formation me serait financée, la partie de poker que je venais de débuter avec moi-même démarrait plutôt bien. La route est longue quand nous laissons place à nos peurs et rappelez-vous, je ne connaissais pas du tout la PNL et je ne savais absolument pas dans quoi je m'embarquais. Cela me laissait un regard assez doux sur mon moi de l'époque. J'étais, comme on apprend en PNL, inconsciemment compétent d'une certaine faculté d'avancer et de rebondir. J'allais découvrir un monde bienveillant dont les limites sont uniquement celles de mon imagination. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop.